RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière, notre invité, François Rebsamen, ancien ministre du Travail et maire socialiste de Dijon. François Rebsamen qui a donc refusé le poste de ministre de l'Intérieur, qui a dit non, qui s'est payé le luxe de dire non à François Hollande. Il nous a expliqué dans cette première partie pourquoi. On va continuer sur le cas Manuel Valls. Vous expliquiez il y a quelques instants le paradoxe de Manuel Valls, mais il y en a un deuxième, je vous propose de l'écouter. C'était hier, donc en direct d'Ivry, où il annonçait qu'il était candidat et bien sûr qu'il démissionnerait. Ma candidature est celle de la conciliation, elle est celle de la réconciliation. Je pose donc ce premier acte pour l'unité, parce qu'aujourd'hui, j'ai une responsabilité. Rassembler, oui, rassembler. Voilà le mot, il n'a que le rassemblement à la bouche. Il a raison. Il a raison. Bon, écoutez, on va voir si, en tout cas, il peut le faire. C'est de gauche irréconciliable, c'était signé Manuel Valls. Cette gauche ringarde, qui est la vieille gauche, et puis la gauche de gouvernement. Il a dit hier soir ne pas vouloir gouverner par ordonnance. Or, il a utilisé 2 fois le 49.3. Il dit vouloir baisser les impôts, l'objectif de tout candidat. Et il était ministre dans un gouvernement qui a mis le gourdin fiscal sur les Français. Qui a baissé les impôts ces 2 dernières années quand il était Premier ministre. Oui, mais il était dans un gouvernement. Quand il était Premier ministre, il a contribué. J'entends bien, mais il a été quand même. Bien sûr, il était membre d'un gouvernement où voilà. on avait augmenté les impôts. Mais... ce rassemblement, est-ce que là, Manuel Valls n'est pas en train de se renier? C'est-à-dire, Valls, on attend qu'il fasse du Valls, et il fait quoi dans le fond? Il fait du Hollande? C'est-à-dire la synthèse? C'est ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais de cette synthèse mitterrandienne, excusez-moi de l'expression, mais il faut qu'il rassemble. Et donc, il a dit lui-même hier que quelquefois, il avait eu des mots qui avaient pu choquer, qu'il le regrettait. J'ai trouvé que c'était vrai et qu'il avait raison de le dire. Et donc, il n'a pas dit lesquels, mais bon. Il va avoir d'autres occasions de s'exprimer, je pense. Donc, appeler au rassemblement, vouloir rassembler, c'est bien. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Quels sont les... Cet art de la synthèse, est-ce que ça n'était pas une caractéristique spécifique de François Hollande que Manuel Valls n'a pas du tout, lui, justement? On va voir. Je ne porte pas jugement à cet instant. Vous savez, les situations font... C'est un sanguin, Manuel Valls. C'est quelqu'un qui s'emporte, qui n'hésite pas à diviser, qui se met oui, il prend des décisions. Oui, mais il provoque aussi il parfois. Il a de l'autorité. Vous retournez à chaque fois en compliment. Je veux pas dire du mal de Manuel Valls. Il faut entendre pas mon intérêt. Il faut entendre que vous allez le soutenir, vous, dans la primaire. J'attends de voir. J'attends de voir. Vous savez, je suis un peu orphelin, là, faut me permettre de le dire comme ça. Il y a 5-6 jours, je poussais François Hollande à être candidat, même si ça se trouve sans respecter les primaires. Et donc, jeudi soir, l'annonce que j'avais senti venir 2-3 jours avant m'a... Vous n'étiez pas dans la confidence. Personne ne l'était, visiblement. M'a accueilli à froid. De toute façon, si je l'étais, je vous le dirais pas. Donc, voilà, c'est simple. Mais j'avais senti les choses. On avait senti quand même qu'il y avait un doute, qu'il y avait une pression. Il y avait une pression que faisait Manuel Valls, d'ailleurs. Il y a eu l'article, dans le JDD, il y a eu des propos. Donc voilà. Voilà, vous parlez bien d'une pression de Manuel Valls. Donc il a quand même un petit peu contribué. Tout le monde l'a vu, bien sûr. Ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit, il a senti, vous savez, à un moment, la force, il a cette envie, il a cette force d'être candidat, et donc il a poussé la porte à un moment. Mais quand vous dites, j'ai envie, j'attends de voir, mais de voir quoi? Mais sa capacité à rassembler, il n'y a pas que un premier discours, c'est bien un premier discours, mais après, comment il va expliquer, comment il peut rassembler, comment il va faire, quelles sont les propositions qu'il va porter, qui peuvent permettre de s'y reconnaître. Ce serait quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'il va se convertir à une politique de la relance? Est-ce qu'il va se convertir à l'étatisme? Il est pragmatique.
Et ça, c'est une bonne chose. C'est un pragmatique. C'est-à-dire que vous savez, maintenant, aujourd'hui, on arrive avec des idées toutes faites, puis l'économie, on constate où elle en est et ce qu'il faut faire en fonction de la situation qu'on trouve. Donc, les schémas qu'on veut plaquer a priori, on voit que ça marche pas. Donc, il est pragmatique, c'est une très bonne chose. Mais il faut... moi, je préfère le valse de la loi que j'ai portée sur le dialogue social au valse de la loi travail avec le 49.3. Moi, j'ai pas eu de 49.3 pour ma loi. Et donc, il y a des positions qu'il faudra qu'il explique. Voilà, il y a des choses qu'il veut faire et des choses qu'il ne peut pas faire s'il veut rassembler. Sa capacité à rassembler, justement, parce que c'est très important, vous le dites, comment vous allez la mesurer? Ça va être quoi l'échelle de mesure? Vous allez attendre de voir si certains candidats se disent, bon, on se range derrière lui? Non, je vais l'écouter. Peut-être nous allons le rencontrer. Je ne sais pas. Nous allons discuter avec lui. Le rassemblement, c'est à un moment donné, c'est ramener les gens derrière soi. Oui, bien sûr. Mais attendez, il est candidat depuis hier soir. C'est bien à cette aune-là que vous allez mesurer sa capacité. Qui rassembler ce grand centre des électeurs socialistes. Faire rentrer Macron dans le giron, Mélenchon. Oui, moi je souhaiterais que Mélenchon aussi. Je souhaiterais qu'Emmanuel. Non, là il y a une différence. C'est la primaire de Macron à Mélenchon. Oui, bien sûr, j'ai demandé ça. Moi aussi, je demande ça. Mais je pense que Emmanuel Macron devrait être dans la primaire. Oui, je lui dis là, Emmanuel participe à la primaire pour que on puisse avoir un candidat, parce que je reste persuadé qu'un candidat peut gagner l'élection présidentielle aujourd'hui. Un candidat de gauche peut gagner l'élection présidentielle. Mélenchon, excusez-moi, juste un mot. Monsieur Mélenchon, pardon. Il n'aime pas qu'on l'appelle par son prénom. Oui, j'allais dire Jean-Luc, j'ai vite repris. Jean-Luc Mélenchon, il est un peu comme des Linke en Allemagne. Il veut plus. Il est parti sur un chemin qui est seul, protestataire. Il veut pas, je crois, mettre les mains dans ce qu'on appelle la gauche de gouvernement. Donc bon, voilà. Je le regrette, c'est dommage, c'est comme ça. Mais on verra s'il préfère quand même au deuxième tour soutenir quelqu'un qui représente une force de progrès. Et puis Macron, s'il pouvait venir, Emmanuel Macron, s'il pouvait venir dans la primaire, ça serait très bien. Et on verra qui peut rassembler, qui a cette force. Et on sentait il y a quelque temps que vous frémissiez pour Emmanuel Macron. Non, on n'a que ça. Je connais... ça vient d'une chose assez simple. Il est venu à Dijon rencontrer un de ses soutiens qui s'appelle François Patria, qui est un sénateur. Et l'attendait sur le quai de la Gare, pas le maire de Dijon, quand même on est à Dijon, mais le maire de Besançon. Et donc, moi je savais, je partais, je suis passé lui dire bonjour, parce que j'ai été à côté de lui dans un gouvernement pendant 1 an et demi, et donc j'aime bien l'homme, voilà, je trouve l'homme sympathique et bienveillant. Donc, oui, mais ça, est-ce que ça fait un président de la République? Ça, c'est un autre sujet. Moi, je lui dis, viens dans la primaire. Il a à perdre des plumes d'aller dans la primaire. Peut-être pas, parce que si, après tout, il est persuadé d'avoir cette force et cet élan, lui aussi, pourquoi pas, il peut très bien sortir vainqueur de cette primaire à ce moment-là. Alors, si aujourd'hui, on vous entend bien, il n'y a pas, pour l'instant, d'évidence Manuel Valls à vos yeux. Vous dites, on va attendre de voir ce qu'il propose, s'il rassemble. Oui, enfin, je pense, le rassemblement, si je peux terminer, du coup, s'il n'y a pas d'évidence Manuel Valls, qui d'autre aujourd'hui, pourriez-vous surveiller du coin de l'œil en vous disant, voyons voir si celui-là ou celle-là ne mérite pas mon soutien? Moi, je vais voir aussi, excusez-moi, je vais répondre à votre question, mais je vais voir également comment Manuel Valls défend et porte le bilan de ce quinquennat. C'est pour moi quelque chose de très important, qui sera aussi un des éléments de jugement. Parce que le bilan, il va être réévalué, mais il est réévalué à condition qu'on le défende. Réévalué ou réhabilité? Les deux. Il peut être réévalué et réhabilité. Oui, je pense réévalué, parce que malgré tout, maintenant, il commence à entrer dans les têtes des gens que finalement, ce quinquennat, il a été un quinquennat de justice sociale, il a permis de rétablir les comptes, on le voit maintenant à la fin de faire baisser le chômage, permettre aux entreprises de créer de l'emploi. Donc il y a ça. Ça, c'est un élément qui va pour moi être bien évidemment important et déterminant. Manuel Valls, il faut qu'il le fasse, cela, et ça sera aussi un élément de choix. Il faut me laisser un peu de temps de regarder tout ça. Voilà. Oui, d'accord. Et vous déciderez après. Peut-être, vous parliez... parliez...
peux vous dire, je ne... Parce que ça, c'est mon sentiment, je ne voterai pas pour... je vais vous répondre comme ça pour le moment. Je ne voterai pas pour Arnaud Montebourg, ni pour Benoît Hamon. Oui, et de toute façon, Manuel Valls, a priori, est le seul susceptible de défendre le bilan. Donc, en gros, c'est lui ou personne. Voilà, c'est bien. Sauf si vous tournez vers Emmanuel Macron. Non. Emmanuel Macron, il faut qu'il vienne dans la primaire. Je ne tourne pas vers Emmanuel Macron. C'est la condition pour que vous... Pour qu'il y ait un débat, pour qu'il y ait un seul... Parce qu'aujourd'hui, la clé, c'est d'avoir un seul candidat de la gauche de gouvernement, même si c'est une gauche très social-démocrate, progressiste, centre-gauche, tout ce que vous voulez, pour gagner l'élection présidentielle. Parce que moi, je ne me résous pas, quand je vois le programme, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, je vais dire un mot quand même. Quand on voit le programme de la droite et de François Fillon, je pense que ce programme ne fait pas majorité dans ce pays. Et donc, on a aujourd'hui la possibilité d'empêcher cela et de proposer autre chose. Le président de la République avait commencé à faire une belle proposition qui avait été réfléchie et travaillée. Peut-être elle sera reprise, d'ailleurs, sur le capital de départ, ce patrimoine de départ que pourrait avoir chaque Français quand il rentre dans la vie active. Enfin, bref, on a des choses à porter. La gauche a des choses à porter, des projets à porter, une histoire à défendre, des projets à porter. Et en face, on a... Pourquoi vouloir aujourd'hui, je m'excuse de dire ça comme ça, pourquoi vouloir aujourd'hui punir les Français, leur faire un programme qui est une véritable purge? Est-ce qu'on a besoin, vous me parliez de gourdin fiscal, est-ce qu'on a besoin d'augmenter de 2 points ou 3 points, ça dépend, la TVA, qui la paye souvent les plus modestes? Est-ce qu'on a besoin de ça pour baisser l'ISF, enfin supprimer l'ISF? Vraiment, je suis... Manuel Valls était pour de supprimer... Oui, il a fait 5%. Oui. Ah, oui. C'est monsieur 5%. Méfiez-vous des monsieur 5%. Oui, je me méfie toujours des monsieur. Mais on en a eu un dans la gauche. Pour en revenir à l'équation Valls, c'est quand même très compliqué parce que si il se recentre, il va un peu sur la gauche, on va dire. Les gens, les secteurs électeurs socialistes préféreront l'original à la copie. Ils iront sur Montebourg. Si et il ne gagnera pas. S'il va trop à droite, il y a Macron qui est encore plus libéral que lui. Il est un peu coincé. Non, à lui de faire à lui de porter. Non, mais je comprends très bien. Mais non, pas du tout, non, pas du tout. La chambre jaune. Non, mais il va pas. Non, il va pas aller jusqu'à. Il va pas reprendre les propositions d'Arnaud Montebourg. J'ai entendu parler d'entrepreneurs patriotes. C'est pas des propos que nous tenons. Manuel Valls est un Européen. Il a défendu des positions européennes. Il faut qu'il les garde. Mais en même temps, il a vu des dysfonctionnements. Donc, il y a possibilité aujourd'hui d'avoir, je crois, une ligne social-démocrate au centre de ce parti, au centre de cette primaire. Et c'est Mais il aura toujours les frondeurs sur le dos. Mettons qu'il gagne. Oui. Mettons qu'il gagne. Il gagne les primaires, il gagne la présidentielle, il aura c'est bis repetita, il a les frondeurs sur le dos, il ne peut pas gouverner. Je pense que il fera lui-même, si c'était le cas, les désignations sur une base claire, et donc il y aura des candidats qui le soutiendront. Mais moi, je suis pour changer le mode de scrutin. Ouais. Permettez-moi de le dire. Et autre scénario qui, si on en croit les sondages, est un peu plus probable aujourd'hui, s'il ne gagne pas l'élection présidentielle, quid de l'avenir du Parti socialiste? Il va voler en éclats, le Parti socialiste? Il peut disparaître, oui. Un autre parti peut naître. D'ailleurs, Manuel Valls avait prophétisé lui-même à un moment donné. Oui, mais le risque de disparition du PS. Oui, enfin, disparition, ils évoluent, ils changent de nom. La droite fait ça très bien. Demain, il peut y avoir un nouveau parti socialiste. Il peut y avoir un parti socialiste différent. C'est pas très grave. Qui reste... pour ceux qui en font partie de son histoire, comme moi, si, c'est grave. Mais je veux dire, c'est quelque chose de normal dans la démocratie que des partis, un jour, est-ce que le cycle d'Épinay, comme on disait, est terminé ou pas pour le Parti socialiste? On va voir. Mais quand il n'y a plus la synthèse mitterrandienne, oui, le Parti socialiste est en grand danger. Pourquoi, dans le fond, on dit que le quinquennat, certains disent que le quinquennat de François Hollande est un échec? C'est vrai que vous aviez mal commencé, mais quand François Hollande a pris ce virage social libéral, tous les économistes ont dit on va dans le bon sens, mais ça a peut-être été mal expliqué, ça a été trop long, la mise en œuvre a été chaotique, la baisse des entreprises, certains l'ont loué en disant que c'était dans le bon sens, dans le fond. Oui. Mais pourquoi ça s'est si mal embouché alors que la direction, selon encore les économistes, était la bonne?
D'abord parce que c'était pas ce que nous avions annoncé. Nous n'avions pas annoncé que nous ferions une politique de l'offre. C'était le tax and spend. Elle a quand même déstabilisé, parce qu'elle n'a pas eu d'accompagnement pédagogique, elle a déstabilisé une partie de l'électorat de gauche qui s'est dit, voilà qu'on fait une politique. Ça n'est pas le discours du Bourget. Oui, c'est pas le discours du Bourget. Même si dans le discours du Bourget, il y avait déjà beaucoup de pragmatisme économique. Donc l'erreur, elle est où? C'est d'avoir changé de cap ou Non, c'est de ne pas l'avoir expliqué. Ça, j'en suis sûr. Et de ne pas l'avoir accompagné à tout moment par la pédagogie. Parce que, d'abord, et d'avoir sous-estimé la profondeur de la crise. Parce qu'il fallait, c'était la quadrature du cercle, et on s'y est employé, il fallait tout à la fois réduire les déficits, parce qu'ils étaient de 5,1% quand on est arrivé avec un euro menacé. Il fallait réduire les déficits, il fallait relancer la machine économique, il fallait redonner confiance, et il fallait réduire le chômage, tout en maîtrisant la dette. Dans un environnement européen, au mois de l'été 2012, où on pensait que l'euro pouvait exploser. Donc, il n'y a pas eu l'explication, il n'y a pas eu l'accompagnement, et ça, on l'a payé, j'en suis persuadé. Alors, dans votre livre, En toute confidence, vous évoquez combien il a été difficile pour vous de devoir annoncer tous les mois de mauvais chiffres du chômage. Ça a été comme une espèce de, si j'ose cette image, de chemin de croix. Non, j'avais dit c'est un grand moment de solitude. Oui, mais c'est qui se répète, en l'occurrence. Ça a été, Oui, bien sûr. Mais et quand vous étiez parti, boum, vous n'avez pas eu de bol, comme dirait François Hollande. Non, mais j'étais sûr que cette politique porterait ses fruits. J'étais sûr qu'en reconstituant les marges des entreprises, c'est pour ça, je l'ai dit plusieurs fois à François Hollande, on est sur un chemin de crête, mais il faut tenir bon, parce que on va reconstituer les marges des entreprises. Elles sont remontées à 32-33%, elles étaient à 27%. On va, en redonnant des marges aux entreprises, redonner de la croissance. Et la croissance est revenue. Pas assez, mais la croissance mondiale, elle est toujours un peu plus basse qu'avant. Mais on a refait de la croissance. Et l'économie française se remet à créer de l'emploi. 155 000 emplois créés, secteur privé. Hein. C'est pas nous qui avons créé l'emploi, là, c'est l'emploi privé. Ça, c'est une grande satisfaction pour moi. Évidemment, c'est arrivé après mon départ. C'est vrai. Ouais. Je l'ai regretté parce que c'est quand même plus agréable. Gérard Larcher me disait, parce qu'on échange des fois entre anciens ministres du Travail et tout, Gérard Larcher me disait, ce ministère est un ministère formidable quand on a des bons chiffres du chômage. Je lui dis oui, c'est vrai. Ça a participé, ça a contribué à vous décider à quitter le gouvernement? Ah non, pas du tout. Je serais resté, si le maire de Dijon, Alain Millot, mon ami de toujours, n'était pas décédé, je serais resté au ministère, bien évidemment. Alors, vous évoquez également la loi travail dans ce livre, et vous dites, qui a été mal conduite, hein, vous le dites, et vous dites d'ailleurs très clairement, j'aurais démissionné si j'avais dû porter la loi travail telle qu'elle a été soumise au Conseil d'État. C'est une charge assez violente, finalement, donc, contre cette... C'est ce que je pense. Il y a deux ou trois articles. Quels sont les péchés il y a 2 ou 3 articles que je n'acceptais pas. C'est vrai que je n'aurais pas accepté. Par-delà la fusée mal partie, c'est-à-dire je parle de la méthode où, et là-dessus il faudra que Manuel Valls s'exprime sur le 49.3 en disant tout de suite il y aura le 49.3 s'il y a un problème. Donc ça déjà, quand vous lancez une fusée en lui donnant pas la bonne orbite, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc la méthode était mauvaise. Je suis pas sûr d'ailleurs que toute la concertation ait été faite avec la CFDT, notamment les syndicats réformistes, jusqu'au bout. Sauf vers la fin où ils l'ont accepté finalement. Oui, mais ils ont bataillé pour que des choses soient revues, notamment l'article 30 bis qui limitait le licenciement au périmètre national et pas au périmètre international. Et puis la baisse du coût des heures supplémentaires me semblait pas justifiée et n'apportait rien, je le crois, à l'économie. Donc, en tous les cas, à la création d'emplois. Donc, c'est vrai que dans ces conditions, j'aurais pas porté la loi travail comme cela. Oui, c'est vrai. Mais les résultats... il y a eu des amodiations qui ont été apportées, il y a eu des améliorations qui ont été faites, on peut que s'en féliciter, mais bien tard, et il n'y a pas eu le compromis à la fin. Moi, je fais tout au long de mon livre, à travers la proportionnelle, l'éloge d'une société du compromis. Je pense qu'une société n'avance que par le compromis. Or, mais ça fait 30 ans qu'on fait des compromis, M. Rebsamen. Non, je ne crois pas. On fait des synthèses, mais on ne fait pas de compromis. Les compromis, c'est la possibilité pour une large majorité. Vous trouvez que la droite a beaucoup réformé avant vous? Vous trouvez que... Non, pas toujours, mais il y a des fois des choses que la droite faisait qu'on aurait pu soutenir, ou des choses que la gauche fait qu'on aurait pu soutenir, si on avait eu un Parlement qui puisse, à un moment, créer des majorités d'idées. C'est ce que je pense. Très brièvement,
justement, François Rebsamen, aujourd'hui, François Hollande a une liberté nouvelle, n'étant pas candidat. Oui. Que doit-il en faire ? D'abord continuer sa tâche, c'est-à-dire de bien représenter la France à l'étranger. Ça m'a toujours frappé de voir combien il était respecté à l'étranger et critiqué en France. Donc continuer à porter haut sa fonction et à protéger les Français. C'est la fin de cette émission. Merci à Pauline Hellman et Audrey Attoni qui nous ont aidés à la préparer. Et Mardi Politique revient mardi prochain, Roselyne. Absolument. Merci beaucoup, François Rebsamen. Merci et à très vite.